Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Mourchid TV, bonsoir. Nous sommes encore heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Révision, toujours avec d'autres collègues, avec d'autres disciplines, pour quand même permettre à nos candidats, nos potages qui doivent faire face aux examens de fin d'année du bac, donc d'avoir de meilleures orientations concernant les sujets. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux collègues, M. Ousmane Niokhartiam, qui est professeur d'histoire et de géographie au lycée John Fitzgerald Kennedy, et de M. Diallo, que vous connaissez dans le cadre de votre émission Révision, qui est au lycée de la Force. Aujourd'hui, il s'agira principalement d'insister sur ces deux leçons-là, l'histoire et la géographie. Justement, pour ce format, nous allons peut-être, dans un premier temps, permettre à nos deux professeurs émérites de revenir sur une forme de synthèse sur de ce qui est essentiel à retenir concernant l'histoire et la géographie. Dans la deuxième phase, nous aimerions vraiment entendre les élèves réagir en posant des questions, mais surtout en faisant des contributions. Et en dernier lieu, on insistera principalement sur les exercices littéraires, sur les exercices en tout cas concernant l'histoire et la géographie, qui sont souvent la dissertation historique et le commentaire. Pour ne pas trop monopoliser la parole et que nous avons peut-être beaucoup de choses à dire aujourd'hui concernant, ce n'est pas facile de faire une synthèse, en tout cas en 1 heure, 2 heures de temps concernant les vastes, en tout cas cours de l'histoire et de la géographie, mais nous aimerons tant bien que mal donc de vous dire l'essentiel de ce qu'il faut comprendre concernant ces disciplines-là. Je vais d'abord donner la parole à M. Ousmane Niokhartiam, qui va peut-être nous permettre un peu d'avoir une grande orientation de ce qui est fondamental à retenir concernant l'histoire et la géographie. Ensuite, nous allons donner la parole à M. Diallo qui va compléter. M. Ousmane, c'est un plaisir d'abord de vous retrouver dans le cadre de notre émission Révision. Le plaisir est partagé. Bonjour, chers téléspectateurs, chers élèves. Donc, nous répondons favorablement à cette invitation pour participer à cette émission qui, aujourd'hui, fait son chemin avec les résultats que nous savons. Donc, nous allons aussi remercier et dire bonjour à M. Diallo, qui est notre collègue, et évidemment à M. Diak, qui nous demande de participer à cette émission. Ce qui est demandé, c'est de faire une révision générale en histoire et en géographie pour mieux préparer nos candidats et nos candidates à avoir de bons résultats au bac. Évidemment, le programme est assez vaste. Mais depuis le mois d'octobre, quand même, nous avons beaucoup travaillé. Je vais commencer par l'histoire, et surtout l'histoire, après donner la parole à M. Diallo. Le programme d'histoire s'articule autour de 3 grandes parties. La première partie porte sur le monde au lendemain de 1945, fin Seconde Guerre. Nous avons une partie qui porte sur les décolonisations. Évidemment, les décolonisations sont aussi un aspect de ce monde d'après 1945. Et la troisième partie porte sur les civilisations. La civilisation négro-africaine et la civilisation musulmane. Concernant la première partie, il y a une leçon qui introduit le programme. C'est celle qui porte sur le règlement du conflit. Nous savons que la Seconde Guerre est une catastrophe. Il fallait tout de suite, surtout les alliés, les vainqueurs de la guerre, il fallait mettre en place un monde qui peut assurer la paix et éviter une autre catastrophe. Durant même la guerre, déjà des rencontres ont été tenues. Après la guerre, d'autres rencontres ont été convoquées pour réfléchir sur le monde d'après-guerre.
les candidats doivent retenir les conférences les plus importantes. Évidemment, retenir les dates, parce que nous sommes en histoire. Si on vous demande de traiter des sujets, vous devez être capable de donner des repères, des dates. Plus vous êtes précis, mieux votre travail est apprécié. Donc vous devez retenir les conférences les plus importantes, retenir leurs dates et surtout retenir les décisions. Peut-être pas toutes les décisions, mais au moins les décisions les plus importantes. Pour citer quelques exemples, nous avons la conférence de San Francisco qui va créer l'ONU, ou bien officiellement, l'ONU va être créée à partir de cette conférence. Évidemment, il y a la conférence de 41, ou bien la rencontre de 41, où on signe le traité de l'Atlantique. Déjà 41, nous sommes en pleine guerre, pour dire que les gens ont vraiment anticipé. La conférence de Yalta, s'il y a une conférence à retenir, il faut retenir celle-là. La conférence de Potsdam. Donc, toutes ces conférences ont été tenues. La conférence de Bretton Woods, avec les institutions comme le FMI et la Banque mondiale, ça c'est à retenir. Au lendemain de la guerre, parfois on dit en 45, d'autres 47, parce que c'est en 47 où on a mis en place les doctrines officielles dans le camp de l'Est comme dans le camp de l'Ouest, qui vont être la base de la politique internationale des deux superpuissances et, par ricochet, des deux blocs. Donc je veux parler de la guerre froide. Évidemment, j'ai l'habitude de dire que cette leçon, c'est la colonne vertébrale du programme d'histoire. Parce que si vous arrivez à maîtriser cette leçon, vous allez pouvoir comprendre, vous allez comprendre le reste. Donc la guerre froide, évidemment, comprendre les origines, la mise en place des blocs. Quelles sont les forces en présence? Comment est construit le bloc de l'Est? Comment est construit le bloc de l'Ouest? Comment les blocs sont structurés? Donc retenir les structures. Enfin, pas toutes les structures, mais au moins retenir quelques structures pour l'Est et quelques structures des institutions, je veux dire. Si on prend par exemple l'Ouest, l'OTAN. À l'Est, nous avons le CAEM, ou bien le pacte de Varsovie. Ça aussi, c'est à retenir. Évidemment, on ne peut pas parler de la guerre froide sans parler des crises de la guerre froide. De manière très explicite, le programme demande à retenir au moins les conflits, ou bien les conflits qui concernent l'Allemagne, le blocus de Berlin, ensuite la construction du mur, la guerre en Corée, 50-53, la crise des fusées de Cuba en 62. Évidemment, il y a d'autres crises. Mais surtout, pour comprendre la guerre froide, il faut comprendre un peu cette évolution en dents de scie. Les périodes de tension, les périodes de dégel, comme par exemple la coexistence pacifique, comme par exemple la détente. Mais pour chaque période, il y a les manifestations. Si vous prenez par exemple la coexistence pacifique, comment se manifeste concrètement la coexistence pacifique? Concrètement, qu'est-ce qui montre que les deux camps sont dans une période d'apaisement? Ça peut être des accords, ça peut être des rencontres. Mais par la suite, on se rend compte que la guerre froide n'est pas terminée. Parce qu'il y a après des périodes de
de conflits ou bien de retour des tensions. Ce qu'on peut appeler des limites de la coexistence pacifique ou bien des limites de la détente. Donc c'est une évolution en dents de scie. La période de la guerre fraîche, donc à partir de 1975 jusqu'à la chute du camp de l'Est durant les années 80, au milieu des années 80, avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en 85. Donc comprendre cette évolution-là. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, parce qu'il y a un temps à gérer. La partie qui porte sur les décolonisations, évidemment, comme je l'ai dit, c'est toujours le monde au lendemain de la Seconde Guerre. Les décolonisations le mouvement de décolonisation s'accélère après la Seconde Guerre mondiale. Étudier les décolonisations, c'est aussi respecter la chronologie des décolonisations. Elle commence en Asie. Nous avons le cas de l'Inde qui accède à l'indépendance en 1947, le cas de l'Indochine, et donc la guerre contre les troupes coloniales françaises de 1946 à 1954 avec la défaite à Dien Bien Phu. La décolonisation en Asie, c'est aussi le Proche-Orient, la question israélo-palestinienne, qui est une question d'actualité. Et donc, très souvent, les élèves comme les professeurs insistent là-dessus parce qu'une question d'actualité, ça peut être l'objet d'une épreuve au bac. Donc, la décolonisation au Proche-Orient, ses origines, comment les Juifs s'installent progressivement, le départ des troupes anglaises et l'éclatement du conflit entre l'État arabe, l'État juif qui vient d'être créé en 1948 et les États voisins arabes qui sont hostiles. Donc là aussi, c'est une question importante dans le programme. La décolonisation en Afrique, on commence par l'Algérie. Donc une décolonisation qui est violente. Évidemment, en parlant des décolonisations, il faut aussi évoquer leurs causes générales, les causes internes comme les causes externes. Là aussi, les candidats doivent être capables d'identifier ces différentes causes. Quelles sont les causes internes? Donc internes aux pays colonisés. Nous pouvons en citer quelques-unes. L'injustice coloniale est une cause du soulèvement des populations. L'injustice coloniale, le racisme, les humiliations, l'éveil d'élites nouvelles qui émergent dans certains pays durant la période d'entre-deux-guerres, dans d'autres, véritablement, la prise de conscience, c'est au lendemain de la Seconde Guerre, ou bien la prise de conscience, elle devient plus forte, plus remarquable au lendemain de la Seconde Guerre. Et d'autres causes internes. Il y a aussi les causes externes, donc la situation internationale, c'est-à-dire même la Seconde Guerre en tant que telle est une cause externe. Il y a aussi la pression de l'ONU et des deux grands qui se sont ouvertement soulevés contre la situation coloniale. Il y a la participation des intellectuels de pays colonisés, mais qui sont dans les métropoles, comme en France, comme en Angleterre, comme au Portugal, etc., etc. Donc, parler de ces différentes causes
Pour revenir à la question algérienne, donc c'est un cas de décolonisation violente qui est lié à des réalités internes, donc des causes internes, mais aussi qui est lié à l'attitude du colonisateur qui s'entête à vouloir maintenir l'Algérie dans la colonisation pour des raisons assez spécifiques. Parce que le même pays colonisateur va favoriser une décolonisation pacifique dans un autre pays. Par exemple, en Afrique occidentale française. Donc des pays colonisés par la France, mais qui, avec leur participation, avec les efforts des populations, ce qu'on peut appeler l'effort de guerre, donc le mouvement s'accélère au lendemain de la Seconde Guerre, ces pays accèdent à l'indépendance dans un contexte de décolonisation pacifique, avec les accords. Je ne veux pas trop insister là-dessus. À partir de la conférence de Brazzaville en 1944, la loi cadre en 1956, etc., jusqu'aux indépendances en 1960. Peut-être le cas assez particulier, c'est les colonies portugaises qui accèdent à l'indépendance au milieu des années 70, donc tardivement par rapport à la majorité des pays de l'Afrique noire. Là aussi, ça s'explique par l'attitude du colonisateur, la situation interne au Portugal, avec le régime fasciste de Salazar, qui conduit évidemment à la guerre civile en Guinée-Bissau. Qui dit Guinée-Bissau dit aussi Cap-Vert, parce que c'était le même cadre, qui conduit aussi à la guerre en Angola. Et évidemment, la dernière partie, pour l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, porte sur les civilisations. Bon, malheureusement, c'est généralement une partie qui est parfois un peu bâclée parce que c'est la fin du programme, mais c'est une partie tout aussi importante, surtout dans le contexte où nous sommes actuellement. Donc voilà, de manière très ramassée, pour ne pas trop insister, hein, les grandes parties du programme d'histoire. Monsieur Diak. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas. En attendant de reprendre la parole. C'est vraiment très synthétique et puis très intéressant. D'autant plus que, en un tour d'horloge, vous avez réussi à nous faire voyager un peu, en tout cas à travers un peu les différentes parties du programme, de façon vraiment très synthétique. Je pense que les élèves après vont réagir avec quelques questions, quelques également contributions allant dans ce sens. Nous allons peut-être sans plus tarder donner la parole à M. Diallo, qui également va prendre ce qu'on appelle la balle au rebond et véritablement appuyer ce que M. Thiam vient de nous livrer comme données, comme fondamentaux à asseoir pour le programme. Merci beaucoup, M. Diak. Je reviendrai un peu sur la notion de civilisation, parce que M. Thiam en a fait un brillant exposé en passant en revue une bonne partie du programme d'histoire, commençant par le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la question de décolonisation, et maintenant, pour terminer, au niveau de la partie histoire, nous avons ce qu'on appelle les civilisations. Alors, moi je me propose, puisque c'est une synthèse et qu'on n'a pas peut-être véritablement le temps pour entrer dans le vif du sujet, peut-être avec les questions et les réponses, aller directement au niveau de ce qu'on appelle la civilisation, par exemple la civilisation musulmane, du point de vue de l'actualité et de la géopolitique. C'est une question extrêmement importante. Et que nous savons que la notion de civilisation, elle est récente. Elle est récente parce que même le mot civilisation a été mentionné pour la première fois à partir de 1736, c'était en France, et que l'utilisation véritablement de cette notion ne date pas plus de 200 ans. Et quand on vérifie la notion de civilisation, effectivement, on voit que la civilisation, qui peut être définie comme un ensemble de comportements, de manières d'être,
de paraître, qui implique ce qu'on appelle un ensemble de connaissances scientifiques, technologiques, artistiques, etc., renvoie également à une évolution géographique et historique. Et par conséquent, la notion de civilisation n'a pas de sens, mais la notion des civilisations. Ça veut dire, on peut parler de civilisation kinéiformique, de civilisation mésopotamienne, de civilisation babylonienne, de civilisation gréco-romaine, de civilisation judéo-chrétienne, de civilisation égyptienne, africaine, de civilisation musulmane, dont je voudrais partager avec vous quelques aspects. Sous ce rapport, l'islam est aujourd'hui une religion malmenée par l'Occident. Et dans cette guerre idéologique, l'on se rend compte que l'islam, chronologiquement, c'est la troisième et la dernière religion révélée, qui aujourd'hui a presque 1,4 milliard d'adeptes, qui tous se reconnaissent en l'existence de ce qu'on appelle une communauté qu'ils partagent tous. C'est ce qu'on appelle la Oumma islamique. Mais du point de vue de la géopolitique et de l'actualité, on pourrait aujourd'hui aborder la question suivant 3 équations. La première équation, c'est celle de l'unité et de la diversité du monde musulman. La deuxième équation renvoie à l'islam et modernité. Et la troisième équation qui me paraît très importante, c'est islam et violence. Alors, si on prend islam et unité et diversité du monde musulman, vous voyez que l'ensemble des musulmans se reconnaissent entièrement ou partiellement en l'islam, reconnaissent appartenant à cette religion. Qu'ils partagent ce qu'on appelle les fondements de l'islam à travers le dogme et le culte, qui renvoie à la reconnaissance de l'ensemble des prophètes, y compris le dernier qui est le sceau des prophètes, Mohammed, paix et salut sur lui. Mais aussi la reconnaissance des anges, le jour du jugement dernier et de la résurrection. Là, c'est une unité du monde musulman. Le deuxième aspect de l'unité du monde musulman renvoie à ce qu'on appelle les piliers de l'islam. Et les piliers de l'islam à travers les 5 prières quotidiennes, à travers la zakat légale, à travers le jeûne du mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan, à travers ce qu'on appelle le pèlerinage à la Mecque et la profession de foi. Et troisième aspect de ce qu'on appelle la diversité, de l'unité du monde musulman, excusez-moi, renvoie à un aspect beaucoup plus politique ou socio-culturel, à travers la création d'un organe qu'on appelle OCI, l'Organisation pour la Conférence islamique, qui regroupe la majorité des pays, ou bien l'ensemble des pays musulmans, ou là où les musulmans sont majoritaires, dont l'objectif c'est d'asseoir ce qu'on appelle les bases de développement, et mais aussi mettre en exergue ce qu'on appelle l'aspect aide entre pays musulmans, à travers l'instance de financement qu'on appelle la Banque islamique de développement. Vous voyez, c'est une unité du monde musulman qui également accepte de s'organiser pour mettre ce qu'on appelle sur pied les bases. Mais nonobstant cette unité du monde musulman, nous avons à l'inverse ce qu'on appelle la diversité du monde musulman. Parce que j'ai dit la première équation, c'est unité et diversité. La diversité renvoie ici. D'abord, vous voyez que au lendemain de la mort du prophète Mohammed paix et salut sur lui, une lancinante question s'est posée. Et cette lancinante question, c'est ce qu'on appelle qui sera le prince des croyants, Amirul Mouminin. Parce que toutes les questions que se posait le monde musulman de son vivant ont été réglées. Il recevait soit la révélation et par conséquent, il donnait des réponses exactes. Mais la question de la succession khalifale s'est posée juste au lendemain de sa mort. Alors, un problème. C'est dans cette logique qu'il y a ce qu'on appelle les schismes dans l'islam, donc les divisions. Et nous avons ce qu'on appelle les sunnites et les chiites. Premier aspect de diversité. Les sunnites, ce sont ceux-là qui sont les partisans de la tradition prophétique. Les chiites, c'est ce qu'on appelle les partisans du 4e Khalif Rashidoun, Ali.
radiyallahu anhu. Alors, sur ce rapport, des questions qui ont commencé tout simplement à alimenter les débats permettra la mise sur pied d'un ensemble d'écoles théologiques. L'école malikite, Imam Malik, l'école hanafite, Abu Hanifa, l'école shafite de Shafi et l'école hanbalite. Ces écoles théologiques maintenant vont réfléchir pour trouver ce qu'on appelle un canevas. Ça veut dire, vont réfléchir pour trouver ce qu'on appelle des moyens pour régenter la société musulmane. C'est dans cette logique qu'il y a eu ce qu'on appelle la charia. Et ces schismes maintenant continueront. Parce que nous avons ce qu'on appelle les khalifes Rashidoun, Abu Bakr, Omar, Osman et Ali, qui vont succéder d'abord le prophète Mohammed, c'est sur lui. Mais à partir du dernier khalife également commence ce qu'on appelle des divergences parce que le khalife Ali sera assassiné. Deuxième aspect de la divergence dans ce qu'on appelle la civilisation musulmane, diversité du moins, pas divergence, diversité, c'est qu'en dehors de ce qu'on appelle les sunnites et les chiites, nous avons également d'autres sous-composantes, telles que les kharijites. Mais n'oubliez pas que les chiites, excusez-moi, vous les retrouvez dans la partie Iran, Liban, Pakistan, Afghanistan, et ainsi de suite. Alors, il y a ce qu'on appelle les kharijites, qui sont majoritaires vers l'Égypte. Ensuite, diversité toujours, nous avons les ismaéliens, les jaïdites, nous avons les imamites, ce qui fait qu'il y a unité, mais aussi il y a diversité de l'autre part. La deuxième question ou équation dans ce qu'on appelle la notion de civilisation musulmane, c'est l'équation entre islam et modernité. En fait, aujourd'hui, dans le continent africain, pour qu'une vérité soit acceptable ou admise, il faut que cette vérité soit blanche. Par conséquent, pour nous, est moderne tout ce qui reflète ce qu'on appelle l'Occident. Alors que l'islam a ce qu'on appelle ses valeurs de modernité. Aujourd'hui, l'Occident, la science occidentale, ainsi de suite, brille à travers ce qu'on appelle l'éclairage de l'islam. Ah oui. Regardez, les savants islamiques, les Averroès, les Al-Kindi, Ibn Farabi, Rushd, tous, ils étaient à la fois scientifiques, médecins, philosophes, et ainsi de suite. La pensée musulmane, l'héritage de ce qu'on appelle la pensée musulmane. Donc quand je dis l'Occident même brille aujourd'hui à travers l'éclairage de l'islam, c'est très clair. L'islam va bel et bien avec la modernité. La question du foulard ou la burqa, qui aujourd'hui taraude ce qu'on appelle les esprits et fait débat en Occident, précisément en France, renvoie également à cette notion. Mais il faut également que les musulmans comprennent que l'islam et modernité vont de pair, mais attention, il y a ce qu'on appelle des pratiques socio-culturelles. Si aujourd'hui, l'histoire de ce qu'on appelle la burqa, mais quand je prends l'exemple de ces femmes qui portent la burqa noire jusqu'en bas, avec ce qu'on appelle des vers seulement, mais l'islam est très clair par rapport à ce qu'on appelle la voile de la femme. La femme doit se voiler, ça c'est l'islam. Hein? Mais cette partie-là doit apparaître au moins les mains et en bas. L'identification, c'est ce que le philosophe, le professeur Souleymane Bachir Diagne, nous rappelle dans son ouvrage intitulé « Comment philosopher en islam ». Là, il appelle les musulmans à dépasser ce qu'on appelle à vivre, non pas en imitant le monde du 8e siècle, mais à vivre aujourd'hui en s'insérant dans ce qu'on appelle l'évolution du monde, parce que le musulman peut vivre partout. Alors, on a aujourd'hui tendance d'assimiler l'islam à ce qu'on appelle une religion violente. Ça veut dire la violence. Mais regardez donc, on a médiatisé aujourd'hui. C'est donc l'Occident qui médiatise cette idéologie. C'est une guerre idéologique, à mon avis. Une guerre idéologique amplifiée par ce qu'on appelle les médias occidentaux, qui assimilent la religion du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à l'islam. Alors,
que l'islam, même la racine islam, veut dire la paix. Donc, l'islam ne peut être apparenté à ce qu'on appelle la violence. C'est vrai, il y a partout ce qu'on appelle une économie criminelle qui est en train d'être organisée. Quand je parle de l'économie criminelle renvoie à cette forme d'économie qui a été créée, gérée et amplifiée par les mouvements dits djihadistes. Hier, on parlait d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, on parle de l'État islamique. Entre-temps, vous avez ce qu'on appelle les milices Shebab, vous avez AQMI, vous avez, comment on appelle, Boko Haram, qui constituent autant de milices et de mouvements terroristes qui agissent au nom de l'islam. Est-ce véritablement l'islam? Point d'interrogation. Mais si véritablement on veut comprendre la dernière équation, islam et violence, il va véritablement falloir comprendre c'est quoi l'islam et ce que véhicule l'islam. Et également mettre sur ce qu'on appelle la table ce qu'on appelle les fondamentaux de l'islam qui n'ont rien à voir avec la violence. Alors, l'islam, je l'ai dit, et même la religion musulmane interdit à ce qu'un croyant tue un croyant. Mais sous ce rapport-là, c'est une religion de tolérance, une religion de solidarité, de fraternité, mais pas une religion de violence. Suratul An-Nasa, verset 92, mais Dieu lui-même nous dit, il n'appartient pas à un croyant de tuer un croyant ou bien de verser le temps de notre croyant, sauf par erreur. Et puis dans ce même verset, Dieu nous donne ce qu'on appelle la logique même de régler cette question, même si vous avez tué un croyant par erreur. Alors, est-ce que cette religion elle est violente? Le prophète, paix et salut sur lui, a été plusieurs fois malmené, mais il n'a jamais, ce que les autres précédents prophètes avaient demandé, ce qu'on appelle la malédiction de Dieu, de s'abattre sur ses peuples. L'exemple de Taïf est très élucidant. Taïf, où il vient lui-même, le prophète, accompagné de Zaïd, et que les habitants même de Taïf avaient prôné ce qu'on appelle, et demandé à leurs enfants de prendre des pierres et de les jeter. Il n'a jamais demandé, et Dieu lui-même a demandé à Jibril, demande-lui. S'il donne tout de suite l'autorisation, on fait basculer cette ville-là. Il a dit, Dieu, pardonne-les, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont rien compris. Est-ce que la religion de ce prophète peut être aujourd'hui perçue comme une religion de violence? Tout compte fait, il y a ce qu'on appelle des extrémistes, l'islam fondamentaliste, salafiste, djihadiste, qui aujourd'hui prônent ce qu'on appelle la violence. Attention, le djihad fi sabilillah est terminé depuis lorsque Dieu lui-même parle dans le Coran, dit la ikhra fi din. Ah oui, il ne faut pas opprimer et oppresser quelqu'un, forcer quelqu'un pour embrasser une religion. Est-ce que c'est de la violence? Non, ça veut dire que c'est une guerre idéologique. Cette religion, elle est malmenée par ce qu'on appelle des médias occidentaux qui aujourd'hui tentent de mettre sur le compte de l'islam ce qu'on appelle la violence. C'est ce qu'on appelle la dernière équation islam et violence. Dans cette logique, je fais une petite transition vers ce qu'on appelle la géographie et que mon collègue va terminer. Une question également d'actualité liée à la géopolitique, c'est l'Afrique dans la mondialisation. L'Afrique dans la mondialisation. L'Afrique aujourd'hui constitue ce qu'on appelle le continent le plus convoité. Et d'ailleurs, les spécialistes disent que l'Afrique est aujourd'hui l'avenir stratégique de l'humanité. C'est une question piège, hein? Parce que bon nombre de dirigeants africains aujourd'hui, par rapport à l'Afrique, avenir stratégique de l'humanité, ils reprennent le même discours. Non, l'avenir c'est maintenant. Si on veut véritablement asseoir les bases du développement de l'Afrique, il ne faut pas s'emballer dans la logique que l'avenir c'est demain. L'avenir stratégique, l'avenir c'est maintenant. Ici et maintenant, comme disait Alvin Toffler, c'est déjà demain. C'est déjà demain, ça veut tout dire. De par la mondialisation aujourd'hui, vous voyez, tous les continents s'interconnectent. De grands ensembles socio-économiques, politiques sont en train d'être mis en place. L'ASEAN, Mercosur, ALENA, l'UE. Jusqu'à aujourd'hui en Afrique, il y a quelques blocs qui sont en train d'être faits. Mais il semble évident que dans cette question de l'Afrique et la mondialisation, vu le niveau de développement, vu aujourd'hui la montée en puissance de la mondialisation,
vit ce qu'on appelle l'harmonisation et l'uniformisation ambiante, l'Afrique ne peut pas se dérober. Elle est directement interpellée. Si l'Afrique ne peut pas se dérober et elle est interpellée, ça veut dire qu'il y a nécessité de revoir de fond en comble la situation de l'Afrique. Alors dans cette logique, il faut comprendre qu'il ne manque pas de ressources en Afrique. Mais il y a ce que disait PBS, l'Afrique n'est pas démunie mais seulement désunie. Il y a un problème. Le niveau aujourd'hui de vie en Afrique, si on parle de ce qu'on appelle la situation socio-économique et politique de l'Afrique, est désastreuse. Près de 60% des Africains vivent au seuil de la pauvreté, en dessous du seuil de la pauvreté. Du point de vue sanitaire, l'Afrique est aujourd'hui menacée par des pandémies et des épidémies. Du point de vue économique, il y a ce qu'on appelle un sous-développement chronique et aigu de l'Afrique. Du point de vue de la formation et de l'éducation, le taux d'analphabétisme est très élevé. Et par conséquent, on peut même parler de sous-développement intellectuel, qui ne peut aujourd'hui être corrélé à ce qu'on appelle les perspectives de développement. Du point de vue de la gestion même, la bonne gouvernance est substituée par ce qu'on appelle la malgouvernance, la corruption, et partout. L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus instable au monde. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 73 conflits armés en Afrique. Depuis 1952, nous avons plus de 60 conflits, mais aussi coups d'État. Ça veut dire que les coups d'État ont été érigés comme règle de principe de l'alternance démocratique en Afrique, à des exceptions près. À des exceptions près. Sur les 65 missions de maintien de la paix, les 43 se retrouvent en Afrique. Ce qui prouve avec ces statistiques que l'Afrique est le continent le plus instable au monde. Problème. Mais pour autant, les spécialistes s'accordent et disent que certains disent qu'un tiers des ressources du monde se retrouvent en Afrique. Mais bon nombre disent que 2 tiers des ressources du monde se retrouvent en Afrique. Problème. Il y a problème. Et l'Afrique n'est pas autosuffisante. Aujourd'hui, l'Afrique est à 1,1 milliard d'habitants. Mais l'Afrique n'arrive à produire que 600 millions de tonnes de produits, toutes catégories confondues. Ça veut dire qu'il y a un déficit de 40%, de plus de 40%. Par conséquent, ça veut dire qu'il y a insécurité alimentaire en Afrique. Insécurité alimentaire. N'oubliez pas, la bombe atomique, elle est désastreuse. Mais la bombe alimentaire, elle est dissuasive. Dissuasive. Nous continuons, la situation, elle n'est pas reluisante. Et pourtant, il n'y a pas autosuffisance alimentaire. Paradoxe, ironie du sort. En Afrique, nous avons plus de 3000 hectares de terres arables. Nous avons plus de 5000 milliards de mètres cubes d'eau douce maintenant. Et l'Afrique n'est pas autosuffisante du point de vue alimentaire. Problème. Et pourtant, les perspectives de croissance économique sont bonnes. Parce que de 2004 à 2008, nous avons, selon les statistiques, nous avons une croissance africaine du PIB allant de 750 à 1500 milliards de dollars. Et à partir de 2012, c'est à 2200 milliards de dollars, soit une augmentation de 750 milliards tous les 4 ans. Les perspectives sont bonnes. Mais regardez par rapport à ce diagnostic que je viens de vous faire, via les statistiques, ça veut dire que l'Afrique renferme autant de ressources, mais il y a un problème aujourd'hui. Et pourtant, rien que la RDC, le Congo-Brazza, le Gabon, rien que ces 3 pays, ils disposent plus de 33 milliards de dollars de ressources qui dépassent de loin les PIB annuels réunis des États-Unis, tenez-vous bien, des États-Unis, de la Chine, de l'Inde et du Japon. 3 pays africains seulement. Que dirions-nous maintenant de leur unité, ajoutée
aux inondables ressources de Sao Tomé, de la Guinée équatoriale, du Cameroun, Tchad. En une génération, on crée une puissance économique mondiale. Regardez, 7 pays seulement africains. Ça veut dire, il ne manque pas de ressources en Afrique. Donc ça, c'est la situation socio-économique et politique de l'Afrique. Que faire maintenant? Ça veut dire que l'Afrique est sous-développée. Et nous connaissons ce qu'on appelle les éléments du sous-développement. Parce que si on explique aujourd'hui les problèmes du sous-développement de l'Afrique, c'est suivant 2 facteurs, internes et externes. Interne, problème de malgouvernance. Interne, problème de ce qu'on appelle de véritable politique d'orientation stratégique. Ah oui, la stratégie. L'Afrique, le problème véritable de l'Afrique, je le pense humblement, c'est un problème de stratégie. De stratégie. L'Afrique est aujourd'hui ballottée dans le tempo d'un éternel recommencement. Au début des indépendances, à la place des États-Unis d'Afrique, tant prônés par Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, mais avant eux, le précurseur Marcus Garvey, on a mis ce qu'on appelle OIA. À la place de ce qu'on appelle de véritables fédérations régionales économiques, on a préféré ce qu'on appelle des commissions économiques régionales. On a mis ce qu'on appelle le traité d'Abuja, l'agenda Afrique 2063. Mais aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle des plans individuels d'émergence. Éternel recommencement. Pourquoi? Faute de système, valse hésitation, tragique, errance tragédique, point d'interrogation. Donc la situation, elle est là, non reluisante. Ça, c'est à l'interne. Mais que faire pour sortir de l'Afrique de ce problème? L'Afrique aujourd'hui demeure le continent le plus convoité par ce marché potentiel qui en 2050 sera 2 milliards d'habitants. 2 milliards d'habitants. Donc un marché potentiel. D'ailleurs, le deuxième marché de téléphonie après l'Asie. Après l'Asie. On ne peut pas ignorer un marché de consommateurs de plus de 2 milliards d'habitants. Ce n'est pas possible. Deuxième élément qui montre que l'Afrique est aujourd'hui un continent convoité. C'est que les ressources du monde, toutes les ressources dont on a besoin, du sol et du sous-sol, vous les retrouvez en Afrique. Tous les continents connaissent aujourd'hui ce qu'on appelle le ralentissement de la croissance économique, excepté l'Afrique. Oui, la Chine, on disait, la Chine a revu sa croissance à 7,5%. Je viens de voir un document comment on appelle, des Nations Unies qui dit aujourd'hui que la croissance de la Chine est à 6,8%. La Chine était le seul qui faisait ce qu'on appelle, le seul pays qui faisait une croissance à 2 chiffres. Maintenant, les croissances sont en Afrique. Les personnes sont bonnes. Continent convoité. Mais convoité, à la fois elle est convoitée, mais aussi elle est marginalisée. Elle est marginalisée. Si l'Afrique est marginalisée, faute de quoi? D'unité africaine. Si l'Afrique veut faire face et éviter ce qu'on appelle son effacement, entre guillemets effacement, il faut véritablement qu'il y ait ce qu'on appelle une unité africaine, les États-Unis d'Afrique. Il faut également que les chefs d'État africains abandonnent leurs égoïsmes nationaux, arrêtent de se cantonner derrière leur hymne national et leur drapeau pour ne faire privilégier que ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'Afrique. Il n'y a pas de salut pour l'Afrique que dans l'unité. Il faut également que les Africains aillent dans le sens de mutualiser leurs forces. Les États-Unis nous ont montré le chemin. Mutualisation des forces. Oui. Il faut véritablement ce qu'on appelle une force de défense africaine. L'Afrique devra défendre l'Afrique. Malheureusement, il n'y a pas une force africaine de défense dont parlait Cheikh Anta Diop. La renaissance africaine dont parlait Cheikh Anta depuis 1948. Il en a déjà parlé, les paradigmes de ce qu'on appelle de vaste État fédéral, mais aussi un État fédéral avec ce qu'on appelle une force de défense capable d'intervenir et d'imposer la paix. Face aujourd'hui à l'économie criminelle ambiante qui aujourd'hui guette l'Afrique et qui met ses bases en Afrique, il nous faut cette force de défense. Sinon, l'Afrique est vouée à l'échec et par conséquent une nouvelle recolonisation. Monsieur Thiam, vous avez la parole. Voilà, donc, concernant la géographie, je vais commencer par le commencement. Le commencement, c'est l'étude du système monde. Parce que c'est la leçon qui introduit le programme de géographie. Nous savons que le programme de géographie, en classe de terminale, porte sur l'étude des espaces.
Mais avant d'étudier les espaces, il faut étudier le cadre général. Le cadre général, c'est ce qu'on appelle le système monde. Depuis la fin de la guerre froide, c'est le système capitaliste qui s'est imposé dans le monde. Et c'est ce système qui fonctionne actuellement. Ce système, de plus en plus, nous tend vers la mondialisation, ce que les Anglais appellent la globalisation. Donc nous sommes dans un système avec évidemment des espaces qui sont différents, qui sont hiérarchisés, mais qui sont interdépendants. Parce que c'est ça un système. Un système, c'est différents éléments qui fonctionnent ensemble et qui sont dans un cadre fonctionnel. Alors, il faut comprendre donc les acteurs du système. C'est à la fois les pays riches comme les pays pauvres. Ce sont les institutions, ça peut être des institutions privées comme publiques. C'est les organismes. Ce sont les ONG. Ce sont évidemment les peuples, les sociétés civiles. Mais c'est aussi les organisations illicites. M. Diallo vient de parler des groupes terroristes. Quoi qu'on dise, les lobbies, les groupes mafieux sont dans la mondialisation parce que c'est des groupes qui drainent aujourd'hui des milliards de dollars. On ne peut pas les exclure du système monde. Donc c'est un ensemble assez complexe qu'il faut comprendre. Parce que si on ne comprend pas le système, on ne peut pas comprendre les objectifs des espaces. Les espaces s'organisent pour mieux s'intégrer au système. Donc il faut d'abord comprendre le système avant d'étudier les espaces. Évidemment, j'ai dit que le système est hiérarchisé, mais il y a une interdépendance. Il y a globalement ce qu'on appelle la triade, c'est le groupe qui impulse la marche du système. La triade, c'est le groupe le plus important, le plus riche dans le Nord, mais il y a d'autres pays du Nord qui ne sont pas dans la triade. À l'intérieur du Nord, nous avons une subdivision. Je veux parler par exemple des pays de l'Europe de l'Est qui sont des pays qui étaient dans le système communiste, mais qui sont sortis du communisme à la fin de la guerre froide dans les années 90, qui sont aujourd'hui dans le capitalisme, mais qui n'ont pas encore atteint le niveau des États-Unis, des pays d'Europe de l'Ouest, qui ont créé l'Union européenne et qui dominent l'Union européenne, comme la France, comme l'Allemagne. J'hésite de citer la Grande-Bretagne parce que depuis hier ou avant-hier, la Grande-Bretagne est en train de sortir avec son Brexit. Mais il y a aussi le Japon. Dans le sud, pareil, c'est un grand groupe, mais avec des niveaux très différents. Ce qu'on appelle les émergents ont atteint un niveau de développement et surtout un poids économique assez important dans l'économie mondiale aujourd'hui, mais sont toujours classés dans les pays du Sud. C'est le cas de la Chine, de l'Inde, du Brésil, etc., etc. Il y a ce qu'on appelle les rentiers du pétrole. Dans le groupe du Sud, c'est surtout les pays grands exportateurs du pétrole, parce que c'est une matière première, mais quand même une matière première qui coûte cher dans l'économie mondiale, même si aujourd'hui, le prix du baril est assez bas. Il y a les pays à économie intermédiaire. Généralement, c'est des pays de l'Amérique latine et quelques pays du Maghreb, comme le Maroc. Il y a enfin le groupe des PMA, les pays les moins avancés, qu'on appelle aussi les PPTE, les pays pauvres très endettés. Majoritairement, c'est des pays de l'Afrique noire. Alors, pour les espaces, il y a d'abord l'espace Amérique du Nord, qu'il faut étudier. Il y a l'espace Europe, il y a l'espace Asie-Pacifique, il y a l'espace Amérique latine et il y a l'espace Afrique. Donc, pour chaque espace, il faut étudier un modèle. Il faut évidemment faire une présentation générale. Alors, généralement, l'orientation que je donne aux élèves à propos de cette présentation générale,
c'est d'utiliser de manière intelligente l'étude de la géographie physique. Parce que pour mieux comprendre l'espace, il faut évidemment commencer par étudier sa géographie physique. Les reliefs, les fleuves, la végétation, etc., etc. L'objectif du programme, ce n'est pas en tant que tel de pouvoir citer les éléments du relief ou bien les éléments de la géographie physique, mais de comprendre en quoi ces éléments de la géographie physique sont intéressants pour l'activité économique. En quoi cette géographie physique est un handicap ou bien un atout pour l'activité économique. Parce que l'intérêt du programme, c'est l'activité économique. Vous êtes en classe de terminale, vous préparez les études supérieures et donc le marché du travail. Il faut être capable de comprendre l'économie mondiale. Si vous ne le comprenez pas, vous aurez des problèmes, quelle que soit la discipline que vous allez étudier après le bac, quel que soit le métier que vous allez faire. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne le système, vous aurez du mal à pratiquer avec beaucoup d'efficacité le métier. Donc, concernant l'espace Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, il faut d'abord commencer par étudier les atouts et les handicaps du milieu physique. Évidemment, il faut aussi étudier les populations. D'accord ? Et le cas particulier du capitalisme américain. C'est le modèle, c'est le premier modèle grâce à ses résultats. Donc il faut comprendre, quel que soit le modèle que vous allez prendre, vous avez l'habitude de comprendre les forces et les faiblesses. Hein? Qu'est-ce qui sous-tend le système? Quelles sont les particularités du système? Tous les modèles que nous avons étudiés cette année sont des modèles capitalistes. Mais il y a des particularités dans chaque modèle. Il y a des fondamentaux qu'on retrouve partout, mais il y a des éléments qu'on va trouver aux États-Unis qu'on ne trouve pas en Allemagne, qu'on ne trouve pas au Japon, et vice-versa. Qu'on ne trouve pas au Brésil, qu'on ne trouve pas au Sénégal, etc., etc. Mais ce sont autant de systèmes capitalistes. Donc le modèle américain, avec ses forces et ses faiblesses, en s'appuyant sur le milieu physique, en s'appuyant sur la société, sur la géopolitique, etc., etc. L'Europe, c'est la construction de l'Union européenne. Il faut évidemment, je reviens, comprendre le milieu physique, mais aussi comprendre l'historique de la construction du modèle. L'historique de la construction du modèle. Quelles sont les ruptures, quels sont les élargissements, quelles sont les institutions, etc., etc. Alors, évidemment, pour tous les modèles, il faut aussi s'habituer, s'entraîner à la maison. Vous l'avez fait avec votre prof, mais il faut continuer à le faire à la maison. Utiliser les cartes, les photocopier, utiliser votre crayon, mettre les pays limitrophes, etc. Ça, il faut le faire parce que très souvent au bac, on vous propose des sujets de ce genre. D'accord? Donc, ce sont comment on appelle ça, des réflexes et des mécanismes qu'il faut installer. Ça ne se fait pas une seule fois, il faut le faire plusieurs fois. Donc, l'Europe, vous allez faire l'historique de la construction. Et pour cette année 2016, le modèle à étudier, c'est le modèle allemand. C'est le meilleur modèle parce que c'est la première puissance européenne. Ce qu'on appelle le capitalisme rénant avec ses spécificités. D'accord? Les fondements, les faiblesses. Quelle que soit l'efficacité du modèle, il y a toujours des faiblesses, il y a des limites. Et très souvent dans les évaluations, on vous interpelle à la fois sur les forces et les faiblesses. N'est-ce pas? Alors, après le modèle européen, nous avons le modèle Amérique latine. Excusez-moi, le modèle Asie-Pacifique d'abord. Donc, l'espace Asie-Pacifique, pouvoir localiser l'espace Asie-Pacifique. Donc, les pays asiatiques qui ont une façade pacifique, l'océan Pacifique. C'est un espace assez dynamique aujourd'hui parce que c'est un lieu où la croissance mondiale est extrêmement développée, même si dans le contexte de la mondialisation, la croissance commence à baisser.
L'intérêt aussi de cet espace, c'est que nous avons deux grandes puissances mondiales dans cet espace. Il y a évidemment le troisième pôle de la triade que représente le Japon, mais aussi il y a la deuxième économie du monde, la Chine. Les dragons, les tigres, les bébés tigres, donc il faut comprendre le système. Et ce qui est assez particulier aussi pour cet espace, c'est que c'est un espace où le programme nous demande d'étudier le modèle japonais, assez spécifique de système capitaliste, avec une forte intervention de l'État. Le modèle chinois, et même deux leçons sur le modèle chinois, la démographie et ses problèmes, et ses atouts aussi, mais aussi le modèle en tant que tel, le modèle économique chinois, avec le passage du communisme vers le capitalisme, les réformes de Deng Xiaoping, etc. etc. D'accord? Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre le système monde si on ne comprend pas le rôle que joue la Chine dans le système monde. Ne serait-ce que par cette colonisation. Ce qui est particulier dans la Chine, c'est que les puissances coloniales colonisaient un pays, deux pays, mais la Chine est en train de coloniser le monde entier. Partout dans le monde, nous avons des communautés chinoises qui sont installées et qui sont très dynamiques, j'allais même dire agressives, en termes de commerce, etc., etc. Donc plusieurs modèles à la fois concernant l'Asie-Pacifique. Vous avez ensuite l'espace Amérique latine, donc étudier l'espace, comprendre un peu la géographie de l'espace, ses populations, etc., etc. Et le modèle spécifique que représente le Brésil, qui est une puissance mondiale aujourd'hui, par l'immensité du territoire, par l'immensité des ressources naturelles, par l'industrialisation, le Brésil fait partie des NPI, par ce rôle sur le plan militaire, sur le plan de la géopolitique, parce que le Brésil organise l'espace Mercosur pour mieux se répandre dans le monde et faire face à la concurrence des autres puissances mondiales. Enfin, nous avons l'espace Afrique, très bien introduit par M. Diallo, avec ses réalités. Et dans cet espace, le modèle Sénégal, on ne peut pas quand même terminer le programme sans parler du Sénégal. Et là aussi, plusieurs leçons, le milieu physique évidemment, les populations, une population qui est jeune, qui est plutôt diversifiée, dans un pays qui est relativement petit en termes de superficie, avec pas mal de ressources en eau douce, en minerais et même du pétrole qui est découvert, qu'on doit exploiter. Donc, quand même, le Sénégal est doté en ressources naturelles. Ce qui manque un peu, c'est l'industrialisation. C'est d'avoir une agriculture assez forte. L'État est en train de faire des efforts dans le cadre du PSE pour un peu introduire la mécanisation, parce que ce qui fait la force de l'agriculture, c'est la mécanisation. C'est évidemment la recherche-développement, parce que le combat de l'agriculture se joue moins dans les champs et plus dans les universités et dans les laboratoires, par la sélection des graines, par la formation, par l'introduction des technologies, etc., etc. Évidemment, la question de l'eau, qui est étroitement liée donc au développement de l'agriculture. Le Sénégal a de l'eau, mais malheureusement, nous avons une agriculture qui dépend de la pluviométrie, et jusqu'à présent qui dépend de la pluviométrie. Et pourtant, il y a de l'eau douce. Donc la question qui est introduite par M. Diallo concernant l'Afrique, elle est applicable au cas sénégalais. L'eau douce est là, assez de fleuves, une côte océanique de 700 km, plusieurs fleuves, de l'eau souterraine, mais qui n'est pas exploitée à fond, pour nous permettre de faire une agriculture 12 mois sur 12, d'avoir 4 récoltes par année, parce que c'est ça qui fait la force d'une économie, et particulièrement d'une agriculture, parce que le secteur primaire, c'est la base de toute économie. Et enfin, terminer par
les défis et les perspectives. Le cadre référentiel aujourd'hui, c'est le PSE. Donc là aussi, depuis le début de l'année, nous avons demandé aux candidats, aux élèves de s'informer, de suivre l'actualité. Parce que quand je suis l'actualité, je suis en train d'apprendre mes leçons. Le prof, il n'est pas capable, il a la capacité, mais il n'a pas le temps de traiter tous les points. Donc c'est l'effort individuel de l'élève qui va continuer à s'informer pour renforcer les éléments du cours. Donc voilà à peu près les grandes lignes du programme de géographie. Être capable de nuancer. Généralement, les évaluations portent sur ça, de nuancer, de montrer les forces et les faiblesses. Que ça soit en dissertation ou bien en commentaire, pour faire un peu la transition entre les grandes lignes et en dehors de la séance question-réponse, la question de la méthodologie. La méthodologie, elle est importante, ou bien les méthodologies. Parce que maîtriser les connaissances, c'est une chose. Après, être capable d'utiliser correctement, selon les consignes du sujet, d'utiliser ces connaissances, c'est une autre chose. Et là, il faut être capacité en termes de méthodologie. La dissertation comme le commentaire. En histoire comme en géographie. Alors, très souvent, ce qui fait mal aux enseignants, c'est de se rendre compte que l'élève a fait des efforts en termes d'acquisition de connaissances, mais il n'est pas assez attentif pour respecter la consigne de travail, en dissertation comme en commentaire. Et de plus en plus, il y a une nouvelle tendance, une nouvelle réorientation des types de sujets qui sont donnés. Si vous prenez la dissertation, le libellé du sujet, généralement, a deux parties. Il y a la partie prétexte du sujet et il y a la partie consigne du sujet. Il faut, évidemment, pour bien traiter le sujet, identifier ces deux parties du sujet. Le prétexte vous permet d'être dans le bain du sujet, d'avoir le thème général du sujet. La consigne du travail, évidemment, c'est les indications. Le sujet me demande de faire ça, ça et ça. C'est au niveau de la consigne. Et toute la réflexion porte évidemment sur le prétexte, mais le travail qui est demandé porte sur la consigne de travail. Et généralement, dans la consigne d'un sujet de dissertation, il y a des verbes d'action. Il y a des verbes d'action qui vous indiquent ce que vous devez faire. Analyser, expliquer, identifier, dégager. Comment? Interpréter, commenter. Il y a des verbes d'action qui vous indiquent ce que vous devez faire. Et parfois même dans la consigne, vous avez pratiquement le plan du travail. Ce n'est pas toujours explicite. Mais il y a des sujets où vous avez carrément le plan. Et ce sont ces verbes d'action qui doivent vous guider. Même pour le commentaire, que ce soit le commentaire dirigé en histoire, texte suivi de questions, ou bien le commentaire de documents en géographie, toujours dans les consignes, il y a ces verbes d'action qui vous indiquent ce que vous devez faire. Donc il faut installer ces mécanismes, il faut installer ces réflexes, prendre le temps de lire le sujet, d'être attentif par rapport au sujet, de décortiquer le sujet avant de commencer à travailler. Ce n'est pas une course de vitesse. Il ne faut pas traîner, mais il faut prendre le temps de bien comprendre le sujet, de bien comprendre les orientations du sujet, de délimiter le sujet quand il s'agit d'un sujet de dissertation, la délimitation thématique pour ne pas sortir du thème, la délimitation chronologique, surtout en histoire,
pour être dans le temps du sujet, dans le cadre chronologique du sujet, et la délimitation spatiale. Un sujet, c'est toujours un espace. Évidemment, ça peut être le monde, ça peut être l'Afrique, ça peut être l'Europe. Donc, de ne pas sortir de l'espace du sujet. Si vous arrivez à faire ces trois délimitations, thématiques, temporelles et spatiales, vous allez rester dans le cadre. Vous allez avoir ce qu'on appelle, vous allez avoir une discipline chronologique, une discipline méthodologique. Il reste à mettre les connaissances, à sélectionner et donc à faire un bon travail. Parce que je vais terminer par ça. En dissertation, la tendance aujourd'hui avec ce qu'on appelle le bac UMOA, on a tendance à donner des sujets qui vous interpellent sur plusieurs leçons à la fois. Et malheureusement, beaucoup de candidats ont le réflexe de dire le sujet porte sur quelle leçon? Au singulier, sur quelle leçon? Le sujet peut porter sur 3 leçons. Le sujet peut aller de la guerre froide à la décolonisation. C'est votre compréhension du sujet qui vous indique quelles sont les leçons et donc quelles sont les idées à sélectionner. C'est un travail à faire au brouillon. Vraiment un travail de réflexion pour sélectionner ce qui est bon, pour éliminer ce qui n'est pas bon pour le traitement de tel ou tel sujet. Et donc d'avoir une problématique qui est assez claire, la problématique qui vous conduit à un plan bon par rapport au sujet, et donc de réussir votre développement, de réussir votre conclusion, parce que la conclusion va porter sur la réponse globale et définitive de la problématique, et enfin d'ouvrir le sujet. C'est seulement à la fin de la conclusion où on vous donne l'autorisation de faire hors sujet, c'est-à-dire de dépasser un peu le sujet. Donc voilà à peu près les quelques éléments de méthodologie. Nous allons passer la parole à M. Diallo pour apporter d'autres orientations. Bien, merci M. Thiam. Du point de vue de la méthodologie, il en a bien fait de parler de ce qu'on appelle les nouvelles orientations des sujets de baccalauréat. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle le type de baccalauréat IMOA. Et d'ailleurs, même, il y a ce qu'on appelle les phases tests. On a même testé en donnant ce qu'on appelle des sujets de ce genre-là. Et il a bien fait de dire que, du point de vue de la dissertation, histoire comme géographie, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des sujets qui co-intègrent plusieurs leçons. Donc, il ne s'agit plus de faire ce qu'on appelle les répétitions perroquets. Donc, ce que j'appelle gour-gouri, le fameux gour-gouri. Non, il s'agit ici de compétences. Les compétences, ça veut dire qu'il faut que l'élève puisse comprendre ces leçons, maîtriser les connaissances, pouvoir les utiliser. Et dans ce type de questions, ce sont des temps. Vous prenez la dissertation, vous donnez au sujet de dissertation, maintenant la consigne est le plus importante même que le libellé en haut. La consigne, c'est tout. Comme il a si bien dit avec les verbes d'action, ce sont ces verbes-là qui vous indiquent quel cheminement à emprunter pour régler la question du sujet. Mais là, le commentaire maintenant. Le commentaire, surtout le commentaire historique. Le commentaire historique comme géographique. Ce sont des temps. Auparavant, vous disiez présenter l'auteur du texte. Ou bien présenter le texte et son auteur. Maintenant, ce sont des temps. Présenter l'auteur tout en dégageant, par exemple, 2 événements dans lesquels il s'est événements datés. 2 événements datés dans lesquels ils sont illustrés et en analyser un. Tu vois, c'est 3 temps. Je présente l'auteur, j'indique 2 événements datés. Si les événements ne sont pas datés, c'est autre chose. Et puis, j'analyse un des événements. Un exemple seulement. La question de commentaire, ici également, est libellée suivant également des temps. Et puis, la conclusion avec la portée historique, d'ailleurs, qui pose problème aux élèves. La portée historique des prix, dégager la portée historique. Mais on vous dit dégager la portée historique en indiquant les conséquences du discours, par exemple, de M. Diack sur les relations internationales.
ce sont des temps qui font appel à des compétences. Ça veut dire que l'élève doit identifier d'abord les séquences et puis répondre en fonction de ça. Parce que je parle en connaissance cause, on a fait des corrections où l'élève se limite seulement à présenter l'auteur, il présente l'auteur, il laisse les 2 événements datés et puis il l'analyse. Alors il y a 3 temps. Et ce sont des questions, 3 questions et le tout c'est 20 points. Ce qui fait qu'il faut véritablement faire attention par rapport aux questions. Lire attentivement les questions et ne se précipitez pas. J'ai l'habitude de dire aux élèves, la dissertation, tout comme le commentaire, c'est de la plaidoirie. L'avocat qui plaide, plaidoirie, où votre toge, c'est la copie, la parole, c'est ce qu'on appelle la plume à partir de ce que vous écrivez. Donc, soignez la mise. Donc, ça veut dire soigner la copie, mais aussi soigner la façon d'écrire, ça veut dire ce que vous dites, la façon de dire, mais aussi éviter les fautes, forme et fond. Si ce rapport, vous le faites, Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Mais attention, hein. Donc là, on se met dans une logique de réponse et de question-réponse. C'est beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, donc comme vous l'avez constaté, nos 2 brillants professeurs ont essayé tant bien que mal de nous faire une synthèse et surtout de revenir sur les questions méthodologiques. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour prendre la réaction des élèves qui vont contribuer et poser des questions. Le temps qui nous était imparti est terminé. Nous allons peut-être devoir sursoir donc cette séance sur le plan audiovisuel, mais nous allons continuer avec les élèves pour répondre aux questions. Donc, puisque c'est une séance qui a été consacrée pour une révision générale. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était tout donc pour tout en remerciant nos 2 vaillants professeurs pour votre émission réservée à une synthèse générale sur l'histoire et la géographie et sur les questions méthodologiques. C'était tout et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de révision. D'ici là, passez une bonne suite de programmes sur la chaîne des valeurs. Merci beaucoup.